Je vous emmène aujourd'hui en Irlande. Comme pour le très connu triangle de Bennington, le Vanishing Triangle, comme il est appelé, a été le théâtre de plusieurs disparitions. 8 femmes au moins ont disparu de la surface de la Terre sans laisser de traces dans cette zone triangulaire autour de Dublin dans les années 90 et 3 autres ont été retrouvées assassinées. Je dis au moins 8 car d'autres disparitions ou meurtres peuvent se rattacher à cette série. Annie McCarrick, 26 ans, est une Américaine originaire de Long Island. En 1987, elle va en Irlande pour étudier au St. Patrick's College et elle tombe amoureuse de ce pays où se trouvent ses racines. Elle revient à New York en 1990 mais repart vivre en Irlande tout début 1993. Son père, John, qui est policier à New York, est contre. Annie est la fille unique du couple et il voudrait qu'elle reste près d'eux. Elle emménage avec 2 colocataires dans un appartement à Dublin et trouve un emploi dans un café tout près de son logement. Le vendredi 26 mars 1993, elle est en congé et ses 2 colocataires s'en vont pour le week-end voir leurs familles respectives. Elle décide d'aller se balader dans les magnifiques paysages verts d'Enniskerry à Wicklow et prend un bus pour s'y rendre. Elle a téléphoné plutôt à une de ses amies pour qu'elle l'accompagne, mais celle-ci a décliné l'invitation car elle s'est blessée à la cheville. À 11h, elle se rend à la banque et se rend ensuite à l'épicerie pour faire ses courses. Elle rentre chez elle à 15h et un plombier la voit ressortir à 15h15. Elle n'a même pas pris le temps de ranger ses achats. Elle prend ensuite un bus vers Ranelagh où elle doit prendre un autre bus vers Enniskerry. Ce second bus arrive à destination vers 17h. Alors je ne sais pas vous, mais moi je me vois mal crapahuter dans les montagnes si tard, le soleil se couchant vers 18h15. Ses colocataires rentrent le lundi et trouvent l'appartement vide et les courses d'Annie toujours posées sur le sol. Annie ne s'est pas non plus présentée à son travail, ce qui n'est pas du tout son genre. L'alerte est donnée. La police retrace son parcours jusqu'à Enniskerry. Personne dans le village ne se souvient avoir vu cette grande et belle américaine, à part une postière qui pense lui avoir vendu des timbres. Un portier du Johnny Fox Pub à Glencullen témoigne l'avoir vu ce fameux vendredi à 21h30 avec un homme qui serait âgé de plus ou moins 30 ans, avec des cheveux bruns et qui porte un ciré. Cet inconnu a payé les consommations de la jeune femme et ils ont écouté un groupe de musiciens jouant des airs typiquement irlandais. Un portrait robot est réalisé mais ne donne rien. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'elle a fait et où elle était entre le moment où le bus l'a déposée vers 17h et 21h30, moment où elle a été vue au Johnny Fox. La fugue est peu probable car elle a invité des amis à venir dîner chez elle le lendemain et sa maman, Nancy, dont elle est très proche, arrive dans quelques jours pour passer du temps avec elle. En plus, elle n'a rien à fuir. Elle vit son rêve irlandais. Ses parents accourent pour chercher leur fille. Ils engagent un détective privé pour les aider et offrent une récompense pour des informations. Après 2 mois de recherche infructueuse, ils doivent retourner à New York. Les détectives privés engagés par la famille travaillent toujours sur cette disparition. Eva Brennan est née le 4 août 1953 à Radgar, petit village du comté de Dublin, dans une famille nombreuse. Elle a 2 sœurs et 4 frères, et ses parents, David et Hélène, sont propriétaires de 2 pubs, appelés The Horse and the Dog et le 108. En 1993, Eva vit seule dans son appartement à Madison House et est très proche de sa famille qu'elle voit tous les jours. Elle est très pieuse et se rend régulièrement à l'église de Terenure. Le dimanche 25 juillet 1993, elle va à la messe et se rend ensuite à pied chez ses parents où toute la famille est réunie pour dîner ensemble. Une dispute éclate avant le dîner entre Eva et certains de ses frères et sœurs. Enfin une dispute, le mot est fort, plutôt une chamaillerie pour savoir quoi manger. Eva décide de quitter la maison familiale. Le mardi 27 juillet, sa famille est inquiète car personne n'a de nouvelles d'Eva. Son père décide donc de se rendre à son appartement mais personne ne répond quand il sonne. Il décide avec le barman du 108 qu'il a appelé de briser une fenêtre pour entrer voir si sa fille va bien. L'appartement est bien rangé mais il n'y a personne. Le manteau qu'elle portait en partant de chez ses parents le dimanche est bien là, mais pas ses clés ni son sac à main. Elle est donc rentrée le dimanche après la dispute et est ressortie ensuite. Mais pour aller où? La police ne prend pas cette affaire très à cœur. Eva est dépressive et est partie pour mettre fin à ses jours selon eux. La famille dit que c'est impossible car c'est une fervente catholique et il n'y a pas de note d'adieu. Et où est le corps?
Grâce à ses relations, David Brennan parvient à faire bouger les choses, mais un mois s'est écoulé depuis la disparition. Une équipe médico-légale se rend à l'appartement mais ne trouve rien car il a été nettoyé entre-temps par la famille. Chose étrange, personne n'a vu Eva marcher sur la route de chez ses parents à son appartement alors qu'elle a dû traverser un carrefour très fréquenté car il y a des pubs et des restaurants. Elle s'est littéralement évaporée. Imelda Keenan a 22 ans et vit dans un appartement à Waterford City avec son fiancé Mark Wall. Elle est originaire du comté de Lewis mais a décidé de venir à Waterford fin des années 80. Elle est étudiante en informatique à la CTA Waterford et perçoit des allocations sociales le temps de ses études. Le 3 janvier 1994, elle quitte son appartement peu après 13 heures pour se rendre au bureau de poste afin de percevoir ses allocations. Elle semble avoir oublié un détail. La poste est fermée ce jour-là suite aux fêtes. À 13h30, elle est vue par la secrétaire du médecin local à Lombard Street, à savoir que la secrétaire la connaît bien. Alors qu'elle conduit du quai jusqu'à la rue William, Imelda s'arrête au milieu de la route pour laisser passer la voiture de la secrétaire. Celle-ci voit Imelda tourner au coin du Tower Hotel sur Lombard Street, et puis plus rien. Mark signale sa disparition et la famille d'Imelda arrive rapidement. Les lunettes et le sac d'Imelda sont là ainsi que ses cadeaux de Noël qui n'ont pas été ouverts. Au moment de sa disparition, elle porte un pantalon imprimé léopard, un pull blanc, des chaussures noires et une veste en jean. La police considère sa disparition comme peu suspecte. La rivière Suire près de son domicile est sondée, mais rien d'autre n'est fait. Il n'y a eu aucune expertise médico-légale à son domicile. La famille a placé une plaque à l'endroit où elle a disparu. Joséphine Dullard, née le 25 janvier 1974, cadette de 5 enfants et surnommée Jojo, n'a pas une vie facile. Son enfance est marquée par le malheur. Son père, John, est décédé avant sa naissance et sa maman est décédée d'un cancer quand elle avait 9 ans. Ce sont ses frères et sœurs plus âgés qui l'élèvent. Jojo est un garçon manqué qui court partout et ne se laisse pas faire. Ça ne l'empêche pas d'être très bien élevé et apprécié de tous. Le 9 novembre 1995, elle a 21 ans et vient de quitter l'emploi qu'elle a depuis 2 ans dans un pub de Dublin. Elle est rentrée dans sa famille à Callan et y a trouvé un emploi dans un restaurant, le Grangers Restaurant. Mais elle doit retourner à Dublin pour toucher une somme d'argent qui lui est due. Elle part tôt ce jeudi 9 novembre et comme son bus de retour de Dublin n'est qu'à 18h, elle va boire un verre au Brussels Pub qu'elle a fréquenté quand elle vivait à Dublin. Une de ses amies tient le bar et l'ex-petite amie de Jojo arrive. Ils se rapprochent mais la nouvelle petite amie de son ex débarque et exprime son mécontentement comme on peut l'imaginer. Ayant raté son bus de 18h, Jojo doit en prendre un autre, mais il ne va pas jusqu'à Callan. Elle passe de bus en bus et fait du stop. À 23h37, elle est arrivée dans la ville de Moone, dans le comté de Kildare, où elle téléphone à son amie Marie Culligan d'une cabine publique. Pendant qu'elle lui parle, une voiture s'arrête et le conducteur accepte de l'emmener jusqu'à Carlow. Un témoin voit la jeune femme monter dans ce qui est pour lui une Toyota Carina rouge. Elle dit à son amie qu'elle l'appellera une fois arrivée à destination, ce qu'elle ne fera jamais. Au moment de sa disparition, elle portait un jean noir et une veste noire également. Elle avait un haut blanc, des chaussures et un sac à dos noir. Un chauffeur de taxi témoigne 1 an après les faits avoir vu cette nuit-là une Ford Sierra rouge s'arrêter sur le côté de la route. Un homme en serait sorti pour uriner et une jeune femme serait sortie du véhicule sans chaussures et se serait mise à courir comme pour s'enfuir. Mais un deuxième homme qui était dans la voiture l'a rattrapée et ramenée dans l'auto en lui tirant les cheveux. Alors, quand on a demandé au chauffeur de taxi pourquoi il n'est pas intervenu pour aider cette malheureuse femme, la réponse du taximan est « Il vaut mieux se mêler de ses affaires ». Je ne ferai pas de commentaire sur cette réponse. 2 des hommes qui ont pris Jojo en stop cette nuit-là se sont présentés à la police spontanément. 6 mois après sa disparition, la famille de Jojo engage un détective privé et celui-ci a constaté qu'un des 2 conducteurs avait une cicatrice fraîche sur le visage, comme s'il avait été griffé. La famille de Jojo va d'ailleurs recevoir une lettre d'une femme prétendant être l'ex-petite amie de cet homme, disant que c'est un homme violent et dangereux et qu'il a abusé d'elle pendant toute leur relation. Mais ce courrier pouvait venir de n'importe qui. Sa famille place une plaque commémorative près de la cabine téléphonique qui est la dernière trace formelle d'elle. Fiona Pender, 25 ans, qui habite à Tullamore, est enceinte de 7 mois. Elle vit avec son petit ami John Thompson depuis 1 an et travaille comme coiffeuse. Comme la famille va s'agrandir, le couple est à la recherche d'un autre appartement avec plus d'espace. Malgré tout ce bonheur apparent, Fiona est triste car son frère aîné est décédé l'année précédente dans un accident de moto et elle se rend souvent sur sa tombe.
Le vendredi 23 août 1996, son compagnon quitte l'appartement à 6 heures du matin pour aller travailler dans la ferme familiale. C'est la dernière fois que Fiona est vue. La police ne prend pas tout de suite ces disparitions au sérieux car selon eux, c'est une adulte qui a le droit de disparaître. Je trouve ça totalement inconscient. En effet, étant enceinte, elle aurait pu avoir un problème et être en difficulté quelque part. Au bout de quelques jours, la police se décide enfin à faire des recherches. L'appartement est fouillé. Il n'y a aucune trace de lutte ou de sang et personne dans les appartements voisins n'a entendu de cris ou de disputes. Par contre, d'autres voisins disent avoir vu 2 hommes dans la rue en train de porter une couverture ou un tapis enroulé. Ils l'ont ensuite mis dans un véhicule 4x4. Les maternités sont prévenues au cas où il s'agirait d'une disparition volontaire, vu que l'accouchement de Fiona est proche, mais ça ne donne rien. Sa famille pense savoir qui l'a tuée, mais ils n'ont pas de preuves. En effet, le frère cadet de Fiona avoue que sa sœur lui a raconté avoir été agressée et étranglée jusqu'à en perdre connaissance quelques mois avant sa disparition. Selon elle, la personne qui lui a fait ça a tout de suite regretté son geste et a promis que ça n'arriverait plus. Le nom de cette personne n'a pas été divulgué, mais ce n'est bien sûr que mon avis personnel. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit de son petit ami. Le 24 avril 1997, John Thompson, son père et ses sœurs sont interrogés mais relâchés après 12 heures de garde à vue. Kiara Breen est née le 31 mars 1979. Ses parents se séparent avant sa naissance et Kiara habite avec sa maman Bernadette à Dundalk. À l'âge de 16 ans, Kiara fait une fugue avec un de ses amis et revient au bout de quelques jours. Cette expérience lui fait comprendre qu'elle est bien avec sa mère et elle se rapproche. Et autre chose les rapproche, Bernadette a fait des tests à l'hôpital car on suspecte chez elle un cancer. Le 13 février 1997, elles vont dîner ensemble dans le pub du coin pour se changer les idées car les résultats des tests arrivent le lendemain. Et elles rentrent ensuite regarder la télé. Elles vont se coucher peu après minuit. Bernadette se lève pour aller à la toilette vers 2 heures du matin et trouve le lit de sa fille vide. Elle semble être sortie par la fenêtre en cachette. Comme ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça, Bernadette ne s'est pas trop tracassée. Sa fille va revenir à temps pour la soutenir pour ses résultats. Mais ce n'est pas le cas. Le lendemain, c'est donc le père de Bernadette qui l'accompagne à l'hôpital et elle est sûre que Kiara sera revenue à son retour. Bernadette reçoit l'annonce d'un cancer et rentre. Elle trouve la maison vide. La police est avertie de la disparition. Durant leur enquête, les policiers apprennent que Kiara a une relation depuis quelques mois avec un homme âgé d'une trentaine d'années, Liam Mullen. Au début, ils nient la connaître. En 1999, 2 témoins se sont présentés en disant l'avoir vu la nuit de sa disparition avec lui. Pourquoi attendre si longtemps pour témoigner? Je ne sais pas. Toujours est-il que la police trouve leur témoignage crédible et il est interrogé en septembre, mais il est relâché ensuite. Fiona Sinnott, 19 ans et maman d'une petite Emma de 11 mois, habite à Broadway dans le comté de Wexford, à 16 km de sa famille. Elle vit séparée du papa de sa fille. Elle souffre de douleurs au bras et doit se rendre chez le médecin le lundi 9 février. Elle disparaît le dimanche 8 février 1998 après une soirée avec des amis au Butler's Pub à Broadway. Selon le barman, elle était sobre au moment de quitter l'établissement. En sortant du bar, elle a croisé le père de sa fille et ils ont discuté. Ils sont partis ensemble. Selon lui, il a dormi sur le canapé chez Fiona et est parti au matin. Sa mère est passée le chercher vers 9h30. Le lundi, Fiona ne se rend pas à son rendez-vous médical. Sa famille l'a fait porter officiellement disparue quelques jours plus tard quand elle ne se présente pas à un rendez-vous avec eux. Les membres de la famille Sinnott sont très proches et se voient d'office une fois par semaine. C'est pourquoi ils ont tout de suite su que quelque chose de grave était arrivé. La maison de Fiona est fouillée. Il n'y a pas de traces de lutte et pas de sang. La maison est même anormalement en ordre pour une jeune femme célibataire avec un enfant en bas âge. Peu de temps après, suite aux appels lancés pour retrouver la jeune femme, un agriculteur se présente à la police et explique avoir trouvé des sacs poubelles noirs dans son champ. Pensant à un dépôt illégal d'ordures, il les a ouverts pour trouver un indice sur la personne qui a déposé des poubelles n'importe où et il a trouvé un papier avec écrit dessus le nom de Fiona et son ancienne adresse. Il a ensuite brûlé les sacs car il n'était pas encore au courant de la disparition. La petite Emma est ensuite confiée à son père. Une récompense de 20 000 € est offerte pour toute information. Deirdre Jacob, 18 ans, vit à Londres où elle fait ses études au Strawberry Hills College. Elle est revenue pour les vacances chez ses parents en Irlande à Newbridge. Le 28 juillet 1998, elle part de la maison familiale pour aller dans le centre de Newbridge.
Sur le trajet, elle en profite pour aller saluer sa grand-mère qui tient un magasin. À 14h20, elle est à la banque pour récupérer un chèque et elle se dirige ensuite à la poste pour envoyer ce chèque pour payer sa 2e année scolaire. À 15h, elle décide de rentrer et croise des amis en route. Elle est filmée par les caméras de surveillance juste avant de disparaître. Elle a l'air calme et ne semble pas se méfier. Elle porte un sac noir Cat. Des automobilistes la voient à quelques mètres de l'allée de la maison de ses parents. Malgré le fait qu'elle en soit si proche, elle n'y est jamais arrivée. Des affiches sont placardées mais sans succès. La police fait le rapprochement entre toutes ces disparitions et des meurtres qui ont eu lieu dans le Triangle quelques années plus tôt. Le 3 avril 1988, le corps d'Antoinette Smith, 27 ans, a été trouvé dans les montagnes de Wicklow 9 mois après sa disparition. Et le 21 juin 1992, c'est le cadavre de Patricia Doherty porté disparu depuis Noël 1991 qui a été découvert dans ces mêmes montagnes dans une tombe peu profonde. 2 ans plus tard, le corps de Mary Kilmartin qui a disparu à l'âge de 35 ans refait surface dans une tourbière à Borness. Bien entendu, leur tueur n'a pas été attrapé. La police crée une cellule d'enquête en 1998 appelée Opération Trace afin de réexaminer toutes ces affaires. Ce qui est bien, car il faut savoir qu'à l'époque en Irlande, la population est encore très misogyne. Les femmes ont peu de droits et doivent rester dans leur rôle de mère et de femme au foyer. Cet état d'esprit sabote un peu l'enquête car les policiers pensent au départ que ces femmes se sont enfuies avec un homme ou ont mis fin à leur jour. En plus, le climat politique est assez tendu et ces affaires passent bien loin derrière le changement social qui est en train de s'opérer. L'enquête s'annonce compliquée car il n'y a aucun indice, on n'a rien retrouvé. Ni sac, ni vêtements et surtout pas de corps à part les 3 qui ont été retrouvés et dont on ne sait pas s'il s'agit du ou des mêmes auteurs que les disparitions. L'Irlande regorge de forêts et de tourbières. Il y a 1001 endroits où cacher un corps sans qu'on ne puisse le retrouver, le plonger dans les tourbières ou les enterrer au milieu des bois. À moins d'aveu de la part du coupable ou de dénonciation, il est difficile de mettre la main dessus. Les recherches et interrogatoires ne donnent rien. 3000 pistes sont suivies et toutes ces affaires deviennent des cold cases. Mais les enquêteurs ne lâchent pas l'affaire et voici les dernières nouvelles jusqu'à ce jour par ordre chronologique. Le 11 février 2000, une femme d'affaires de Carlow est enlevée par un homme qui l'a mise dans le coffre de sa Toyota Corolla. Il l'emmène dans les montagnes de Wicklow où il abuse d'elle et tente ensuite de l'étouffer en lui plaçant un sac plastique sur la tête. Heureusement, 2 chasseurs passent par là et font fuir l'agresseur. La jeune femme raconte son calvaire à la police et l'homme qui l'a agressée est arrêté grâce au témoignage des chasseurs. Il s'agit de Larry Murphy, né en 1966. Lors de son interrogatoire, il minimise la tentative de meurtre en disant, je cite, « Eh bien, elle est vivante, n'est-ce pas? Elle a eu de la chance. » On peut dire qu'il ne montre aucun remords. Le lieu où l'agression s'est produite et la façon dont il a kidnappé la jeune femme en toute discrétion rappellent l'affaire des disparus. En plus, il vivait près de chez Deirdre Jacob au moment de sa disparition. Il écope de 10 ans de prison pour l'agression pour laquelle il a été arrêté et un de ses codétenus dit qu'il lui a avoué le meurtre de Deirdre. Mais malgré les forts soupçons qui pèsent sur lui, aucun élément tangible ne le relie au triangle. Les membres de l'opération Trace ont refait le tour des dates et des lieux et il est impossible que Larry ait quelque chose à voir dans les disparitions de Ciara Breen, Fiona Pender et Fiona Sinnott. Par contre, il y a beaucoup de points communs entre la récente agression et les disparitions de Jojo Dullar, Danny McCarrick et de Deirdre Jacob. Larry vit maintenant au Royaume-Uni. Un policier à la retraite dira de lui plus tard qu'il avait le regard froid d'un tueur. Le 31 mars 2000, Sean, le père de Fiona Pender, s'est suicidé suite au chagrin d'avoir perdu sa fille et son petit enfant à naître. En 2007, une équipe de médiums déclare savoir où se trouve le corps de Jojo. Ce terrain appartient au fameux suspect qui avait une griffure sur le visage. La famille avait déjà demandé que ce terrain soit fouillé, mais rien n'a été fait. Selon les médiums, Jojo a été abusé et étranglé avant d'être enterré. Le tueur vivrait toujours sur le terrain et Jojo lui avait griffé le visage. Maintenant, c'est l'avis de médium, pas de preuves. Je pense que ce terrain devrait être fouillé juste pour savoir ce qui en est réellement. En 2008, une petite croix en bois est trouvée dans les montagnes appelées Sleeve Blooms Mountains. Et sur cette croix, il est écrit « Fiona Pender, enterrée ici le 22 août 1996 ». La zone est fouillée sans résultat. S'agit-il d'une mauvaise plaisanterie ou des remords du tueur qui veut rendre le corps à sa famille ?
En 2009, le sergent détective Alan Bailey affirme que c'est un membre de l'IRA qui a assassiné Annie McCarrick. Elle l'aurait rencontré au pub Johnny Fox le soir de sa disparition. Cet homme l'aurait conduite dans les montagnes de Wickler pour la tuer et cacher son corps dans des buissons. C'est une dénonciation qui est à l'origine de cette théorie, mais ça encore c'est difficile à prouver. En 2012, John Thompson, qui s'est remarié et a 3 enfants, déménage au Canada. Pendant ce temps, les policiers continuent les recherches du corps de Fiona Pender jusqu'au 20 décembre 2014. En 2015, le dossier de Kiara Breen est de nouveau examiné et des appels à témoins sont faits dans l'émission Crime Call. Des témoignages sont recueillis qui entraînent l'arrestation de Liam et des recherches dans une tourbière de l'ancienne voie ferrée derrière une brasserie. Un appel anonyme indique que le corps de Kiara s'y trouve. L'armée vient en aide aux policiers. Le problème, c'est que des tonnes de gravats ont été déversés sur ce terrain durant les années qui ont suivi la disparition de Kiara. Un archéologue médico-légal vient également en renfort. Le 9 septembre 2015, les recherches s'arrêtent. Liam nie toute implication. Bernadette pense que le cas de sa fille est différent de celui des autres du triangle. Elle est convaincue que Liam est celui qui a fait du mal à sa fille. En 2016, la mère d'Annie McCarrick, Nancy, fait également appel à l'émission Crime Call pour encore tenter de trouver ce qui est arrivé à sa fille. Elle est réaliste et se rend compte qu'elle est certainement morte, mais elle voudrait la ramener à la maison et lui donner une sépulture pour pouvoir se recueillir. Le 6 juillet 2017, le suspect principal de la disparition de Kiara, Liam Mullen, décède d'une overdose après avoir été arrêté en état d'ébriété. Il aurait avalé un sachet de substances illicites après son interpellation. En septembre 2017, la maman de Fiona Pender est décédée. John, le frère de Fiona, continue le combat pour découvrir ce qui est arrivé à sa sœur. En 2018, la sœur de Jojo, Marie, décède d'un cancer. Son mari, Martin, lui a promis de continuer l'enquête. Le 19 mai 2018, Justine Valdez, une étudiante en comptabilité de 24 ans, est emmenée de force dans un véhicule cache-caille noir à Enniskerry. Un témoin a relevé le numéro de la plaque et les policiers recherchent activement cette voiture. Ils finissent par la retrouver le 20 mai dans un parking et le conducteur est au volant. Il s'agit de Mark Hennessy, un maçon de 40 ans, marié et père de 2 enfants. L'homme sort un couteau et les policiers l'abattent. Mais Justine ne se trouve pas dans la voiture. Par contre, il y a une note d'Hennessy où il dit « Sorry » et Puck's Castle, qui est le nom d'un ancien terrain de golf près de Rathmichael. C'est là que le corps de la malheureuse est découvert. Elle a été étranglée. Une fois encore, la comparaison est faite avec l'affaire du triangle. Le problème, c'est que Hennessy était très jeune quand la série des disparus a commencé, une 15aine d'années seulement. Les experts pensent malgré tout qu'il n'était pas à son coup d'essai. Selon le professeur Mike Berry, le fait qu'il l'ait étranglé indique qu'il avait déjà fait ça auparavant. L'aplomb dont il a fait preuve va également dans ce sens. Il regardait un match dans un pub, est sorti, a kidnappé et tué la fille et est retourné dans ce même pub boire un coup. Les parallèles entre les affaires sont frappants. De jeunes femmes qui sont enlevées en vaquant à leurs occupations quotidiennes. La sœur d'une des victimes dit « Quelqu'un a vu cet homme enlever cette femme, mais qui dit qu'il ne l'avait pas fait avant? Et depuis combien de temps le fait-il? Nous ne le savons pas. » Selon l'enquêteur Alan Bailey, il n'exclut pas Hennessy malgré son jeune âge. Il dit « En tant qu'enquêteur sur les cold cases, ce que je ferais, c'est créer une chronologie pour Mark Hennessy, pour voir si ses mouvements coïncident avec l'une des femmes. Comme par exemple, s'il était dans la région pour un travail ou était-il en vacances ailleurs, ce qui le retirait de la liste des suspects. Ces mouvements doivent être entièrement vérifiés. » Il déclare ensuite « En raison du modus operandi, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous l'ignorez à vos risques et périls. » Le 27 juin 2018, Bernadette, la maman de Kiara, est décédée. En 2019, la maman d'Eva est décédée également sans réponse. Il n'y a aucun suspect dans cette affaire. En février 2020, l'affaire de Jojo passe de disparition à homicide. Les détectives demandent encore une fois l'aide de la population. Jojo avait un baladeur de marque Sanyo le soir de sa disparition et il demande aux personnes qui en auraient reçu un en cadeau alors qu'il n'était pas neuf ou s'ils ont vu quelqu'un en avoir un du jour au lendemain au moment de la disparition de se manifester. Le 7 juillet 2020, le Daily Mail a dévoilé une réunion entre un avocat, un détective et un agent du FBI sur l'affaire d'Annie McCarrick. Selon eux, l'enquête est partie sur de mauvaises bases. Annie ne serait en fait jamais allée au Johnny Fox le soir de sa disparition. Un autre témoin avait déclaré en 1993 avoir vu Annie ailleurs avec un homme.
Malheureusement, on ne pourra plus interroger ce témoin car il est décédé. En 2015, Alan Bailey, qui a été le coordinateur de l'opération Trace pendant 13 ans, sort un livre nommé Missing Presumed. Une série en 6 épisodes est prévue dont le titre serait The Vanishing Triangle et qui s'inspire de cette affaire. Alan Leach, vu dans Downton Abbey, est au casting ainsi qu'India Mullen. Le 1er mai 2022 sort le livre The Vanishing Triangle, The Murdered Woman I Learned Forget par Claire McGowan. Alors, une seule personne est-elle responsable de toutes ces affaires? Je ne peux pas m'empêcher de me dire que pour certaines d'entre elles, leurs compagnons sont plus que suspects. Pour les autres, le mystère demeure.